Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Dominique Delorme, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des Nuits de Fourvière. Vous ferez cet été, votre 20e festival des Nuits de Fourvière. Il n'y aura pas de jauge, il n'y aura pas de masque, il y aura une fosse où on pourra danser. C'est le retour des jours heureux. Enfin, il n'y aura pas de jauge. J'espère qu'il y aura une grosse jauge. Il n'y aura pas de limitation des jauges comme l'année dernière. Non, c'est vrai qu'on revient dans les standards d'accueil du public et d'accueil des artistes qu'on a connus entre 1946 et 2019. Voilà. Et on a eu 2 ans un petit peu compliqués avec 2020 où le festival n'a pas pu démarrer, bien qu'il ait été programmé, organisé, qu'on avait mis les places en vente. Et 2021 où le festival a redémarré, mais en plein milieu de la crise sanitaire avec toutes les contraintes que vous venez d'évoquer. Mais il s'est quand même tenu. On a eu une programmation qui était moitié de celle qu'on fait d'habitude. Le public, donc c'était moitié de public, à peu près 80 000 au lieu de 160 000 habituellement en vitesse de croisière, mais avec un taux de fréquentation qui était tout à fait rassurant, puisque par rapport à l'offre, on était sur près de 90% de fréquentation, donc on était très bon. On imagine que cette période sanitaire a été une période de danger pour le festival. Le principal risque pour vous, c'était de maintenir tout votre personnel. Oui, le festival, c'est une grosse machine on est en extérieur, on est dans ces théâtres gallo-romains qui sont magnifiques, mais qui restent un tas de cailloux, même s'il est joliment organisé. Et il faut construire chaque année des théâtres. Et on a donc une équipe de 500 personnes, 500 salariés qui travaillent sur le festival, dont 300 techniciens, qui arrivent 1 mois avant le début du festival pour construire les théâtres, qui restent 15 jours après pour le démonter. Et il faut maintenir cette équipe qui a la mémoire du festival. Donc il a fallu pendant cette année sans festival, 2020, et ensuite 2021 avec un demi-festival, il a fallu maintenir les effectifs pour garder la mémoire du festival. C'est une mémoire vivante, c'est une mémoire portée par chaque personne, qu'elle soit à l'accueil, qu'elle soit à la technique, à l'administration, aux différents bars. Voilà, donc ça c'est très très important. Alors la billetterie ouvrira mardi 15 mars à midi. Pour quel concert il y a intérêt à être à l'heure sur le site internet si on veut avoir une chance d'avoir une place? Alors, si on prend le théâtre, si on prend le festival par ce côté-là, effectivement, il y a des têtes d'affiche qui sont beaucoup plus lourdes que d'autres. On a par exemple Mathieu Chédid, Nick Cave. Alors on le sait un petit peu parce qu'on a lâché la programmation il y a 2 jours. Mathieu Chédid, c'est un habitué du festival. Oui, il y aura 3 dates cette année, 3 dates, 20, 21... Mais 22. Les gens cliquent et on peut connaître les clics. On sait, alors la billetterie n'est pas ouverte, mais on sait ce que les gens vont voir. Donc on connaît le tiercé gagnant, mais je ne vous le dirai pas. On ne va pas amplifier le système. Mais Mathieu Chédid en fait partie, donc il faut se dépêcher. Puis il y a Nick Cave. Nick Cave, c'est quand même un événement rare, important. C'est une des plus grandes stars mondiales actuellement dans le rock. On a un concert historique de Nick Cave aux Nuits de Fourvière il y a quelques années. Donc cette année, on a 2 dates de Nick Cave et ça va aussi être un événement très fort. Patti Smith, qui également est une icône du festival, et puis les grands classiques de la jeunesse, par exemple, avec Gaël Faye ou Juliette Armanet. J'imagine tout de même que le 15 mars, il y aura un peu de fébrilité de votre part. On ne sait pas comment va réagir le public. Est-ce que le public répondra présent à ce festival cette année? Alors aujourd'hui, on a 2 certitudes sur 3 sur l'économie du festival, en fait. Le festival, il repose sur un engagement d'une collectivité publique, qui est la métropole de Lyon, qui apporte une subvention, sur les entreprises, le monde économique, qui participe au village du festival et qui est mécène du festival, et puis sur le public. Donc, globalement, 25% c'est la métropole, 22%, 23% les entreprises et 52-53% le public. La métropole est au rendez-vous et elle nous a soutenus même pendant toute la période de crise. C'était pas gagné d'avance d'ailleurs sur la métropole. C'était pas gagné d'avance sur la métropole d'ailleurs, avec les écologistes au pouvoir qui étaient assez critiques sur le coût du festival.
finalement, ça se passe bien avec eux? Critique, je ne sais pas, je n'ai pas entendu de critique, ni de Bruno Bernard, ni de Cédric Van Stevendal. Je veux dire, dès qu'ils ont été élus, j'ai été reçu par Cédric Van Stevendal, le vice-président de la culture, maire de Villeurbanne, que je salue d'ailleurs avec sa magnifique victoire sur la capitale française de la culture pour 2022. Et il m'a immédiatement reçu et il m'a confirmé que le festival serait subventionné au même niveau qu'avant. Et donc pour 21, ça c'était en juillet 20, ce rendez-vous. Et à la fin du festival 21, il m'a dit on continue en 22 de la même manière. Donc il y a un soutien large, attentif, ils sont très intéressés. On a un conseil d'administration où ils sont là, attentifs et ils soutiennent. Aucun problème. Vous n'avez jamais craint une baisse de votre subvention? C'est 3 millions d'euros à peu près chaque année? La peur n'évite pas le danger et ça ne m'a pas fait vraiment peur. Non, parce qu'il y a quand même un intérêt et un très fort intérêt de la population. Mais pour revenir sur l'équilibre, donc les entreprises sont là. Et les entreprises, le monde économique n'a pas lâché le festival pendant la crise. Donc ils sont là, ils sont toujours là, ils sont fidèles. On a une quarantaine de mécènes qui soutiennent le festival à hauteur de 22 ou 23%. Et maintenant, l'inconnu, c'est le public. Donc, on a annoncé le programme il y a 2 jours. La visite du site Internet, alors on peut tout calculer maintenant, c'est incroyable. La visite du site Internet a été aussi dynamique et aussi vive qu'en 2019. On a les mêmes taux de fréquentation sur le site. Ça, c'est bon signe. Après, il va falloir que les personnes s'engagent avec les incertitudes dans lesquelles on est. Est-ce que ça va être le cas? Je pense que oui. On le saura le 15 mars. Donc, si le public est vraiment au rendez-vous. Et il y a 2 choses. Être au rendez-vous, c'est une chose. Est-ce qu'il va y avoir des modifications de comportement des spectateurs? Est-ce qu'ils vont se décider plus tard ou très en avance, comme d'habitude? À voir. On attend. On est plutôt optimiste compte tenu de l'accueil qui a été fait à la programmation ces 2 derniers jours. C'est vrai que la culture, il y a une certaine morosité en ce moment quand on voit des spectacles qui ont du mal un peu à remplir. Donc vous dites sur la programmation des Nuits de Fourvière, vous êtes assez confiant. Oui, on est confiant. C'est notre métier d'être confiant. Et puis on fait ce métier parce qu'on est confiant, parce qu'on croit que la culture, c'est un élément central de la société, c'est un endroit de fédération, un endroit de débat, de discussion, d'échange, d'un partage, où il y a une rencontre entre les personnes et entre les artistes et les personnes, par le live. Je pense que ça existe depuis 2500 ans. C'est passé par de multiples crises depuis 2500 ans. Et quand la télévision est arrivée, on pensait que ça allait s'arrêter, le spectacle vivant. C'est toujours là. Internet, le spectacle vivant est toujours là. Donc les gens vont toujours avoir besoin de se retrouver, de se rencontrer, et peut-être plus pendant les périodes de crise qu'ailleurs. Hein. On a besoin de faire société. Revenons un peu à votre programmation. Est-ce que c'est celle que vous aviez rêviée ou elle était un peu plus compliquée que les précédentes à mettre en œuvre? Non, elle n'est pas plus compliquée et c'est peut-être celle dont on avait vraiment rêvé. Une ouverture grandiose et avec du théâtre, puisque les Nuits de Fourvière, ce n'est pas que de la musique, c'est du cirque, de la danse et du théâtre. Le festival a été fondé en 1946 sur le théâtre, le premier spectacle, Les Perses d'Eschyle, en juin 1946. Et là, on retrouve du théâtre en ouverture sur la grande scène pour fêter le 400e anniversaire de la naissance de Molière, avec le Tartuffe présenté par la Comédie Française et une distribution époustouflante où on va retrouver Denis Podalides, Marina Hans, Dominique Blanc, qui est lyonnaise, mis en scène par Ivo Vanov, qui est peut-être la grande star actuelle de la mise en scène au niveau mondial. Donc une ouverture avec ce Tartuffe et la Comédie Française qui est venue il y a de très nombreuses années à Fourvière, et on les retrouve là. Donc ça, c'est vraiment une chose dont on a rêvé, qui se prépare depuis 1 an et demi et qui aboutit. On aura le concert de Nick Cave, dont je vous ai parlé, donc ça, c'est tout à fait enthousiasmant. Et puis, on va ouvrir une fenêtre à la jeune création théâtrale, et c'est pas rien, 7 spectacles de théâtre présentés dans une unité de lieu, l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, qui est sur la colline de Fourvière et qui est un fleuron national de l'enseignement
des métiers du théâtre, de tous les métiers du théâtre, que ce soit la coupe des costumes, la direction d'acteurs, les comédiens, comédiennes, voilà. Donc, Hélène Satt s'associe au festival pour présenter 7 spectacles portés par des jeunes, où on va découvrir 28 jeunes comédiens professionnels. Donc c'est aussi une grosse partie du programme qui est à suivre et qui nous prépare à l'avenir à faire connaissance avec ces artistes qui seront sur les scènes toutes ces années qui viennent. Et il y a là moult talents. Parmi les nouveautés, on note aussi une programmation assez jazz, avec des artistes qu'on avait plutôt l'habitude de voir à Jazz à Vienne, comme Marcus Miller ou Diana Krall. C'était aussi une volonté de votre part ou ça a été les événements qui l'ont fait? Alors, les Nuits de Fourvière, depuis l'origine, sont fondées sur la pluridisciplinarité artistique. Théâtre, danse, musique et cirque. Dans les musiques, il y a toutes les formes de musique et bien entendu les musiques du monde et le jazz. On aura donc Marcus Miller. Alors Marcus Miller, il s'est invité. C'est lui qui souhaitait venir à Fourvière une fois. Donc bien sûr, on l'a accueilli. On aura les Snarky Puppy aussi qui sont jamais venus. Mais on a des habitués. Diana Krall. Puis Fourvière a une vraie histoire avec le jazz. On a eu des invités prestigieux qui sont venus de nombreuses fois. Chaque scène a ses artistes de prédilection. Keith Jarrett a été une de ces stars du jazz qui avait choisi Fourvière et qui est venue pour 5 ou 6 concerts sur 5 ou 6 années. Donc le jazz à Fourvière, c'est une habitude. C'est même dans les gènes du festival, comme on dit aujourd'hui. Dans les grandes dates dont on n'a pas dit un mot, peut-être pour changer de style, le rappeur Youssoupha, qui sera là, qui présentera quelque chose d'assez original, puisqu'on sera sur un orchestre symphonique derrière, avec une chorale de gospel. Alors, même plus que ça, on a 2 concerts tout à fait exceptionnels qui sont des créations. Alors, on peut dire un mot des créations. Les créations, c'est un petit peu la source du festival. Un spectacle n'existe que s'il a été répété. Répété, ça veut dire qu'on a construit avant la première avant la première représentation, pardon. Il a fallu des mois de travail, de conception. Par exemple, pour le concert de Youssoupha, il y a un arrangeur qui a travaillé plusieurs mois pour écrire des arrangements symphoniques sur les chansons de Youssoupha. Youssoupha va venir dans une version gospel avec 6 chanteuses gospel et il sera accompagné par l'orchestre du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon. On aura également une création du même type avec Abd al-Malik qui sera avec Wallen, qui est une chanteuse de R&B qui a arrêté sa carrière, qui a mis entre parenthèses sa carrière il y a une dizaine d'années et qui revient sur scène à Fourvière avec Abd al-Malik dans un spectacle qui s'appelle L'Olivier, qui est en train d'être écrit, et pareil, avec des arrangements musicaux prévus, préparés, en train de se concevoir pour l'orchestre à rayonnement régional de Lyon. Et on recevra dans les jeunes orchestres, l'orchestre du Conservatoire de Marseille, qui accompagne un projet hommage à Georges Brassens avec le chanteur, musicien, arrangeur célèbre Jean-Claude Vannier, l'homme qui a écrit l'album Mélodie Nelson pour Gainsbourg. Et puis peut-être une dernière soirée évoquée, c'est celle du 14 juillet, avec un concert des Australiens de Midnight Hall, qui remplace les Américains de Queens of the Stone Age, qui viendront l'année prochaine, c'est ça? Les artistes ne sont pas remplaçables. Normalement, on avait annoncé, un peu vite, c'est vrai, on n'aurait pas dû le faire, un concert de Queen of the Stone Age le 14 juillet. Et c'était prévu de longue date, puisque cette date avait été signée lors du festival précédent, en 2021. Donc ça fait 1 an qu'on vit avec. Donc on a trépigné, etc. Puis on l'a annoncé. Et comme ça arrive assez régulièrement, il y a eu un report d'1 an de la tournée internationale de Queen of the Stone Age. Donc ils seront là, ils seront à Fourvière, mais en 2023. Et c'était le 14 juillet, et on avait dit le 14 juillet, on va en profiter, on va faire un jour de relâche pour toute l'équipe. Et on ira voir tranquillement le feu d'artifice, chacun dans son coin, en famille, et tout le monde était très content de ça. Et 4 jours avant la conférence de presse du 8 mars, vous voyez, il y a quelques jours, je reçois un coup de téléphone d'un ami
producteur, tourneur, qui me dit « Mais les Midnight Oil étaient enchantés de leur concert de 2019. Ils font leur dernière tournée. Et leur dernière date est prévue à l'Olympia. Mais ils m'ont demandé si c'était possible de jouer à Fourvière. » Donc, on a regardé le calendrier. Le 14 juillet collait. Le 14 juillet était libre. Et on a dit, banco, ils ont envie, rien n'arrête le désir. Donc on les reçoit le 14 juillet dans un concert exceptionnel, puisque c'est le dernier concert de la tournée. Et comme c'est leur dernière tournée, c'est peut-être le dernier concert des Midnight Oil. Ça va sans doute faire venir des gens de partout. Donc soyez attentifs. Il n'est pas dans le catalogue imprimé, bien entendu, puisque ça s'est décidé après. Il est sur le site internet Midnight Oil. Mon anglais est catastrophique. Et on aura un concert exceptionnel. Vous savez qu'il y a le feu d'artifice de Lyon qui est tiré de la colline de Fourvière à 22h30 le 14 juillet. Ils vont faire un concert en 2 parties, 21h, 22h30. Et après le feu d'artifice qu'on regardera avec eux, on repart pour un concert d'1 heure entre 23h et minuit. Donc une soirée tout à fait exceptionnelle. Et puis n'oubliez pas de regarder, l'émission est sans doute pas assez longue pour qu'on puisse développer, mais on a 2 programmes de danse tout à fait exceptionnels avec Benjamin Millepied qui vient avec sa compagnie de Los Angeles, la LA Dance Project. Et Benjamin Millepied, c'est un ancien élève du Conservatoire de Lyon qui est devenu une star internationale. Et il y aura également une jeune chorégraphe qui devient une des plus grandes pointures internationales de la danse, Sharon Eyal, avec 2 représentations de son dernier spectacle au Grand Théâtre sur la scène des Théâtres Romains de Fourvière. Dominique Delorme, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.